Alors ça sera quoi la France après le Frexit? Puisque je milite pour le Frexit, puisque de toute façon je pense que tout ceci va exploser. Certains pensent que notre seul et unique objectif, c'est un objectif nostalgique, c'est de sortir de l'Union européenne comme ça, sans aucune idée. Non. Le Frexit, la France après le Frexit, c'est pour répondre aux demandes des Français, notamment des Gilets jaunes. C'est quoi les demandes des Français? De l'emploi. Pourquoi n'y a-t-il plus d'emploi en France? Deux raisons fondamentales. Premièrement, nous avons une monnaie qui est beaucoup trop chère. L'euro. Tous les économistes savent que l'euro est au moins 15% trop cher pour l'économie française. Nous dégageons chaque année 80 milliards d'euros de déficit commercial. Déficit commercial, ça veut dire qu'on achète plus à l'étranger qu'on ne vend. Si on achète à l'étranger, on achète du travail à l'étranger. C'est du travail que nous n'avons plus en France. La première chose pour rétablir l'emploi en France, c'est de retrouver une monnaie qui soit conforme à la compétitivité de l'économie française. Ça, nous ne pourrons le faire qu'après être sortis de l'Union européenne et de l'euro. Sinon, ça va continuer. Deuxième raison du chômage, directive des travailleurs détachés. 516 000 travailleurs venus des pays de l'Est, fin 2017. Même Macron s'en est inquiété. Vous vous rappelez, il était allé en Bulgarie. En Bulgarie, il s'était permis de critiquer la première ministre de Pologne. Il voulait qu'on revienne sur cette directive des travailleurs détachés. Je rappelle ceux d'entre vous qui ne sauraient pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'on embauche des salariés polonais, estoniens, baltes, bulgares en France, on les paye au SMIC français, mais on leur attribue on paye les charges sociales dans le pays d'origine. Les entreprises françaises ne sont quand même pas des entreprises de charité. Elles ne peuvent qu'essayer d'embaucher dans ces conditions, parce que si elles ne le font pas, leurs concurrents vont le faire, et elles vont perdre le marché parce qu'elles seront trop chères. Ça veut dire qu'on a 516 000, fin 2017, travailleurs détachés qui étaient venus en France. Et ça veut dire aussi qu'en faisant ça, on fait monter le chômage en France et on ne verse pas aux organismes comment dirais-je, sociaux les cotisations sociales qu'on devrait leur verser. Donc on les plonge dans le déficit. Et les plongeant dans le déficit, on va en profiter pour accabler encore l'État. Même Macron s'en est inquiété, il était allé, vous te rappelez, en Bulgarie, en Pologne, il s'est fait faire un bras d'honneur. La première ministre de Pologne avait dit, écoutez, que M. Macron comprenne une bonne chose une fois pour toutes, c'est que ce n'est pas la France qui dirige l'Europe, ni la France ni l'Allemagne. Et que la Pologne a exactement les mêmes droits et devoirs que la France. D'ailleurs, il n'a rien obtenu. Et donc, nous allons continuer à voir le nombre de travailleurs détachés augmenter. Si nous sortons du Frexit, la France après le Frexit, c'est une France où il n'y a plus de travailleurs détachés. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Le nombre de travailleurs venus des pays de l'Est au Royaume-Uni s'effondre. C'est pas pour rien d'ailleurs au passage que le taux de chômage au Royaume-Uni s'est effondré depuis 2 ans et demi. 4%, le plus faible taux de chômage depuis 40 ans. Et il y a même des tensions sur l'emploi, et comme il y a des tensions sur l'emploi, il y a une augmentation des salaires au Royaume-Uni. Et cette augmentation des salaires se traduit par une augmentation de la consommation qui soutient la croissance. Voilà ce qui se passe au Royaume-Uni. Troisième raison du chômage en France, la libre circulation des mouvements de capitaux, article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les délocalisations industrielles. La France est en train de perdre toute son industrie. Pourquoi? Comme je l'explique souvent, vous avez peut-être déjà entendu le dire, mais l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Il n'y avait pas de délocalisation sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, ni sous Mitterrand jusqu'en 1986. Les délocalisations sont apparues avec l'acte unique de 1986, gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, avec un article 63, et quelques mots tout simples qui sont à l'origine de tout ce que nous vivons. Toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres, sous-entendu de l'Union européenne, et entre les États membres et les États tiers, sont interdites.
est interdite. Toute restriction au mouvement de capitaux. Voilà. Alors pour les gens qui ne comprennent pas bien, qui ne connaissent pas l'économie ou qui ne portent pas attention, ça paraît une formule, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Moi, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est qu'avant, on ne pouvait pas créer une usine à l'autre bout du monde comme ça. Parce que pour créer une usine à l'autre bout du monde, il faut sortir des centaines de millions de francs ou des centaines de millions d'euros. Il y avait interdiction de le faire sans autorisation. Il fallait donc aller voir le ministère des Finances et demander l'autorisation, qu'il le donnait ou qu'il ne le donnait pas. Très souvent, qu'il ne le donnait pas. Donc en fait, il y avait très peu de demandes. Parfois, il y en avait, j'explique, si ça vous intéresse, l'affaire de l'Iran Nicodron Peugeot en Iran. Depuis 1986 et surtout depuis 1992, toutes les entreprises peuvent aller délocaliser leur production industrielle à l'étranger et rapatrier les productions qu'ils font à l'étranger en France. Alors si vous faites maintenant des vêtements, ou bien des lunettes, ou des meubles, ou des automobiles, ou des je ne sais pas quoi, à l'étranger, que vous faites faire ça en Slovaquie, au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, en Chine, à des prix extrêmement bas, parce que les salaires, les charges sociales, les conditions environnementales sont extrêmement basses, eh bien, si vous pouvez en plus ensuite les réapporter en France, vous détruisez l'industrie française, c'est exactement ce qui se passe. Si nous restons dans l'Union européenne, ça va continuer. La France, après le Frexit, c'est une France qui n'appliquera plus l'article 63, donc qui réintroduira le contrôle des mouvements de capitaux. Je me permets de signaler que c'est ce que font d'ailleurs les grands pays du monde, sauf les pays de l'OCDE, qui d'ailleurs se portent tous très mal, à commencer par les États-Unis. L'élection de Trump est un symptôme. Le Japon, qui était un pays qui caracolait dans les années 1980, est devenu un pays désormais fantôme. Maintenant, les choses se passent ailleurs, se passent où? En Chine, en Inde, mais en Chine et en Inde, il y a un contrôle des mouvements de capitaux. D'ailleurs, ce contrôle des mouvements de capitaux que nous imposent les traités européens vont dans tous les sens, y compris dans le sens de l'arrivée des capitaux. Sous De Gaulle, sous Pompidou, un fonds d'investissement ne pouvait pas acheter comme ça les vignobles les plus chers ou des hôtels particuliers, des monuments historiques. Ça n'existait pas, il fallait une autorisation. Maintenant, ça n'est plus le cas. Vous savez qu'il y a plus de 120 châteaux dans le Bordelais, des châteaux viticoles, qui ont été rachetés par des fonds chinois. Que les fonds chinois achètent chaque année des centaines d'hectares dans la Beauce pour se faire des espèces de réserves foncières agricoles pour les mauvais jours à venir, peut-être dans 50 ans. Et nous, on vend, parce qu'on ne peut pas s'y opposer. Une aile du château de Versailles a été louée à une société américaine pour faire, sous la paille amphithéotique, pour faire un hôtel. Enfin, on va bientôt mettre à l'encan la Joconde. On va nous expliquer, oh, finalement, si on avait une belle reproduction, ça serait pas mal. Mais l'émir du Qatar nous en propose 15 milliards de dollars, vous comprenez, on est trop endettés. Mais jusqu'où ça va aller? Et dans quel but? On a vendu les autoroutes françaises. On s'apprête à vendre, tout ça à la demande de Bruxelles, on s'apprête à vendre la France Loto. Il faut être complètement, enfin, c'est même pas con, c'est complètement corrompu pour vendre la loterie nationale France Loto, puisque c'est une machine à rapporter du cash. Ça ne rapporte que de l'argent. Ça ne coûte rien, ça rapporte des sommes considérables. Pourquoi vend-on une poule aux œufs d'or? On a vendu dans des conditions extrêmement mauvaises les autoroutes françaises. Maintenant, avec Vinci qui dégage des excédents monstrueux pour les actionnaires. Et on continue à privatiser à la demande de Bruxelles. La France, après le Frexit, ça sera terminé. Il n'y aura plus de vente du patrimoine public. On ne va quand même pas suivre l'exemple de la Grèce. Vous savez ce qui s'est passé en Grèce en 2013? Il y a eu... on nous expliquait récemment, vous savez, la Grèce est sauvée. Tu parles comme elle est sauvée. Vous savez ce qui se passe en Grèce? En 2013, au pire de la crise grecque, la dette publique grecque, c'était 120% du PIB. Aujourd'hui, 180%. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? 40 ou 50 grands services publics ont été privatisés, y compris d'ailleurs les îles, du côté des îles ioniennes, près de l'île d'Ithaque, chez Raiulis. 3 îles ont été vendues
à l'émir du Qatar. Tous les services publics grecs ont été privatisés. La Grèce est plus endettée que jamais parce que la Grèce ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ça n'est pas possible. Jusqu'à ce que la Grèce soit saignée à blanc, lorsqu'elle sera entièrement saignée à blanc, que tout aurait été vendu à des entreprises étrangères ou à des fonds d'investissement étrangers, à ce moment-là, on dira « Bon, allez, maintenant, vous pouvez sortir de l'euro ». C'est ça qu'on veut pour la France? L'emploi, les services publics, nous ne pourrons pas les sauver si nous restons dans l'Union européenne. D'où le Frexit. Le Frexit, c'est également ce qui va permettre de sauver notre mode de vie, comment dirais-je, notre droit du travail. Je vous l'ai dit, ce sont les rapports des grandes orientations des politiques économiques qui imposent la destruction du droit du travail. Et nous, nous dirons non. Nous maintiendrons la France en l'état, tel que nous l'ont légué les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui, tout au long du 19e et du 20e siècle, se sont battus pour que nous ayons une vie confortable. La France, après le Frexit, elle ne sera plus dans l'Union européenne, donc elle ne sera plus saignée à blanc pour les autres. L'autre jour, j'étais à HEC, j'avais un contradicteur, c'était il n'était pas sans courage d'ailleurs, il avait 31 ans, il était le responsable, le directeur, le délégué général de JAM. JAM, ça veut dire jeune avec Macron. Bon, je ne peux pas dire jamais. Jeune avec Macron. Alors il était là, on débattait, puis il avait trouvé l'avantage d'être dans l'Union européenne, tenez-vous bien, ce qu'il avait trouvé comme avantage, c'était que lorsqu'il y avait eu des feux de forêt dans le Midi, on avait eu des Canadaires qui étaient venus de Suisse ou d'Italie. N'importe quoi. Bon. Comme si, le fait par exemple, comme si en Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, on avait « Ah non, vous n'êtes pas dans l'Union européenne, vous pouvez laisser brûler vos forêts ». Et le deuxième avantage, c'était que lorsqu'il y avait eu des pannes d'électricité dans l'est de la France, enfin un manque d'électricité, on avait pu avoir de l'électricité qui nous avait été vendue par les Allemands. Oui, je sais pas quoi. D'abord, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'électricité, c'est l'inverse en général qui se passe. C'est beaucoup plus la France qui exporte de l'électricité que l'inverse. Mais deuxièmement, les Allemands ne nous ont pas fait ça pour nos beaux yeux. Ils l'ont vendu. Ça fait penser, je vais faire une digression, ça fait penser à ce qu'a dit votre ami Macron lorsqu'il a fait son grand débat là, dans le Calvados, ou je ne sais plus où, dans l'Eure et l'Eure. Enfin bref, il est allé en Normandie. Et vous avez vu ce qu'il a dit pour le Brexit? Il a dit devant des maires comme ça de petits villages, il a dit « Vous vous rendez compte, le Brexit, il y a 70% des produits dans les supermarchés qui viennent du continent. » Alors les maires étaient là, les maires ruraux avec Richard. Alors d'abord, je vous signale que c'est une fake news, hein. En fait, il n'y en a que 30%, mais M. Macron est un grand spécialiste de fake news. Il n'y a que 30% en gros des produits dans les supermarchés britanniques qui viennent du continent. Mais il ne s'est trouvé personne pour dire, lever la main à Pierre Macron, et alors? Et alors? Ça veut dire quoi ce que vous voulez dire? Creuser la manipulation ensemble. Macron dit, il y a 70% des produits dans les supermarchés britanniques qui viennent du continent. Vous vous rendez compte? Ben oui. Et alors? La télé française a interviewé il y a quelques semaines un viticulteur du Bordelais en lui disant « Mais alors vous avez peur du Brexit? Vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du vin aux Anglais, je ne vois pas pourquoi on va arrêter demain. » Il a tout dit. Parce que le Brexit, les Britanniques vont sortir le 29 mars. Mais le 2 ou 3 avril, s'il y a un supermarché qui demande, qui passe une commande de cognac au fabricant de cognac, vous croyez que le fabricant de cognac va dire « Non, je ne l'entends pas de cette façon, je ne vais pas vous vendre mon cognac. Parce que vous êtes sorti de l'UE. » Ça n'a pas de sens. On vend du cognac à la Suisse, à la Norvège, aux États-Unis, au Japon. Figurez-vous que le Japon, les États-Unis, la Suisse ne sont pas dans l'UE. Et que les producteurs de cognac sont très contents de leur vendre du cognac. Donc on va continuer à vendre du cognac au Royaume-Uni, après le Brexit, du Bordeaux, du fromage. On va continuer à tout vendre et on sera très content d'avoir des clients. C'est aussi simple que ça. M. Macron a dit, vous vous rendez compte, le Brexit, avec les compagnies aériennes, 3 petits points de suspension. Et alors? Est-ce que vous croyez vraiment que la Japan Airlines, le vol Tokyo-Londres,
le 29 mars, quand ils vont... Ils sont sortis de l'Union européenne, on va se poser à Copenhague. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a des droits de trafic, il y a des créneaux horaires, et puis voilà. Donc lorsque, avant comme après le Brexit, les compagnies aériennes, la Japan Airlines va continuer à faire Tokyo-Londres, et puis la United Airlines va continuer à faire Washington de Birmingham, et puis Air France va continuer à faire Paris-Londres, et la British Airways, Londres-Paris, et puis c'est tout. Arrêtons avec ces histoires. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que nous soyons dans l'Union européenne nous coûte des sommes considérables. La France, après le Frexit, ne versera plus d'argent à Bruxelles, ne recevra plus de fonds européens. Et donc les agriculteurs qui touchent des fonds européens, ils toucheront les mêmes, mais cette fois-ci avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Et au passage, nous, on économisera au moins 9 milliards d'euros, parce qu'on donne chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que l'on en reçoit. Il y a derrière ça des choix budgétaires extraordinaires qu'il faut que les Français mesurent. Il y a des gens, quand je dis ça, qui disent « Oui, alors c'est normal, la solidarité européenne, c'est scandaleux ce que vous dites, vous êtes xénophobe, c'est normal que l'on aide comme ça les Polonais. » Je dis « Attendez une minute, papillon. Est-ce que vous savez que les Français, sans qu'ils s'en rendent compte, parce que personne ne le leur explique, sauf l'UPR, chaque année, nous donnons 2 milliards d'euros environ aux Polonais. Cet argent vient notamment de la TVA et des droits de douane, qui sont acquittés par toute personne vivant sur le sol français. En particulier, je pense à des immigrés, un travailleur sénégalais, qui, quand il joue au loto, quand il s'achète un téléphone portable, il y a un petit truc qui va aller aux Polonais, mais pas au Sénégal. Hein. On donne actuellement 180, 100 fois plus d'argent par personne à chaque Polonais, à chaque Estonien, à chaque Letton, qu'à chaque Sénégalais, malien. Est-ce que c'est normal, quitte à faire de l'aide au développement, de le donner à des pays qui sont déjà largement développés comme la Pologne, plutôt qu'au Sénégal ou au Mali, qui nous envoient d'ailleurs leur population affamée? Est-ce que c'est normal? Il y a un rapport du ministère des Transports, de l'écologie, c'est pas des Transports, qui est sorti en juillet dernier, qui a tiré la sonnette d'alarme en France sur la situation du réseau routier national, non concédé. Ce rapport, d'ailleurs, quelques semaines après, a été illustré par, vous savez, ce qui s'est passé en Italie avec l'effondrement du viaduc de Gênes. Ce rapport officiel du ministère français des Transports explique qu'il y a actuellement sur les routes nationales françaises 7% des ouvrages d'art, c'est-à-dire des tunnels ou des ponts, qui menacent de s'effondrer à tout instant. Il y en a 35% qui ont besoin de travaux urgents et 7% qui menacent de s'effondrer à tout instant. Qui peuvent s'effondrer sur des cars de scolaires, des cars de personnes du 3e âge, des cars de je ne sais pas quoi, ou des voitures de particuliers. Comme ça vient de se passer d'ailleurs en Italie. Et le rapport précise qu'il manque en gros 300 millions d'euros d'investissement dans le réseau routier national chaque année. Il faut donc que les Français comprennent ce que c'est que la construction européenne. On donne 2 milliards d'euros par an chaque année, sans qu'on le sache, aux Polonais qui, avec ceci, achètent des avions F-16 américains contre les avions d'assaut, Polonais qui s'allient aux États-Unis pour nous chasser d'Irak, Polonais qui bénéficient de la directive des travailleurs détachés pour venir prendre nos emplois, et en même temps, nous n'avons pas 300 millions d'euros à consacrer pour sauver les routes françaises. Est-ce que c'est normal? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsqu'on est un pays comme la France, où on est en train de démolir les hôpitaux publics, les écoles, les commissariats de police, les mairies, qu'on est en train de réduire la voilure dans tous les services publics, qu'on est en train de dérembourser des médicaments, qu'on n'entretient plus les routes nationales, et où on sait qu'on va vers des sinistres et des morts, est-il normal que la France donne 9 milliards d'euros par an à des pays qui sont au motif qui sont dans l'Union européenne? C'est un vrai sujet. Mais jamais personne ne le pose dans ces termes aux Français. Jamais. La France, après le Frexit, fera ce que va faire le Royaume-Uni. Parce que vous savez ce qu'ont dit les Britanniques sur le no deal, s'il n'y a pas d'accord? Dominic Raab, ministre
du Brexit démissionnaire après le premier accord de Mme May. Il a dit, s'il n'y a pas d'accord, vous ne verrez pas d'accord, pas d'argent. Nous ne verserons pas l'argent que vous nous demandez. 38 milliards de livres, 44 milliards d'euros. Alors on ne sait pas ce qui va se passer. Selon toute probabilité, il n'y aura pas d'accord. Peut-être qu'au dernier moment, Bruxelles va essayer de faire un geste pour essayer de récupérer le pognon. Les Anglais avaient promis de donner 44 milliards d'euros. Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va manquer 44 milliards d'euros dans les projets budgétaires du fonctionnement de l'UE. Vous savez qu'on s'est déjà réparti les dépouilles du Royaume-Uni. Il va y avoir les élections européennes. Les élections européennes, les députés européens britanniques n'existeront plus. On s'est partagé les députés. La France passe de 73 à 79 députés. On récupère 6 députés qui auparavant étaient dans l'allotement consacré au Royaume-Uni. Mais de la même façon qu'on passe de 73 à 79 députés, on va passer de 17 à 20 ou 21% du budget. Il faut prendre notre part de la quote-part de Britanniques qui va manquer. Donc vous faites un petit calcul. 20% de 44, ça veut dire 8,8 milliards d'euros pour suppléer le manque à gagner britannique en quelques années. Tout de suite. Il manque 300 millions d'euros par an pour entretenir les routes françaises. Le départ des Britanniques sans accord va nous coûter 8,8 milliards d'euros. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Personne n'en parle en France. La France, après le Brexit, n'aura plus ça. Il faut bien comprendre que la France est saignée à blanc par notre appartenance à l'UE. J'en prendrai un dernier exemple, parce qu'il va falloir que je termine mon propos pour vous donner la parole, pour répondre à vos questions. J'en prendrai un dernier exemple. Je vous ai parlé de l'article 63 tout à l'heure du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui autorise la libre circulation des mouvements de capitaux. Non seulement c'est le feu vert donné aux délocalisations industrielles, non seulement c'est le feu vert donné aux fonds chinois, qataris, américains pour racheter notre patrimoine public que nous ont légué les générations antérieures, mais c'est encore autre chose. Ça permet à des grandes entreprises, par des jeux d'écriture comptable, de faire apparaître en France des déficits et de faire apparaître des excédents dans d'autres pays où ils sont présents. En fait, si une entreprise multinationale, par des circulations de capitaux, par des jeux d'écriture, fait apparaître en France un excédent nul ou un déficit, elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Et si elle fait apparaître cet excédent au Luxembourg, eh bien, elle ne paye pas d'impôt non plus sur les sociétés parce que Jean-Claude Juncker, votre ami, le président de la Commission européenne, enfin, il s'appelle Jean-Claude Juncker dans l'état civil, ça c'est pour les copains. Jean-Claude Juncker, il a été au centre d'un scandale au Luxembourg qui a été essayé d'être étouffé, qui s'appelle LuxLeaks. C'est-à-dire qu'il avait passé des accords avec toute une série de multinationales pour en fait qu'elles ne soient pas imposables, ou très peu. Cet article 63 et la libre circulation des mouvements de capitaux sont à l'origine de l'augmentation phénoménale de l'évasion fiscale en France, qui est désormais quasiment légalisée. Il manque chaque année 80 à 100, voire 115 milliards d'euros d'évasion fiscale, plus que ce que rapporte tout l'impôt sur le revenu. Vous avez ici une des clés de compréhension fondamentale pourquoi l'État, on est toujours en déficit. On ne cesse que de couper les vivres à tous les services publics. On ne cesse que d'incriminer la demoiselle des postes qui faisait son métier comme toujours depuis 45 ans. D'un seul coup, elle apparaît comme une espèce de profiteuse alors qu'elle faisait son métier. On essaie d'incriminer des petits, des gens qui font leur boulot comme ils l'ont toujours fait à la satisfaction générale. Et en fait, on ne dit pas un mot du fait que la France se retrouve dans la situation de 1788 où les plus riches ne payent pas d'impôts. C'est ça la réalité de la situation. C'est-à-dire que désormais, toutes les grandes fortunes, tous les grands groupes, en fait, font de l'optimisation fiscale, comme on dit pudiquement, en fait de l'évasion fiscale qui est évaluée à 80 ou 100 milliards. La France, après le Brexit, elle va mettre un terme à ça. Et d'un seul coup, vous verrez réapparaître, peut-être pas tout de suite,
mais très rapidement des excédents budgétaires, ou en tout cas des équilibres budgétaires. La France ne fait pas payer ceux qui ont le plus d'argent. C'est aussi simple que ça. La France, après le Frexit, c'est une France qui va recréer de l'emploi, arrêter les délocalisations, arrêter la destruction des communes de France, arrêter la soumission à un empire qui est en train de nous détruire, assurer l'unité et l'indépendance nationale, mettre un terme à l'évasion fiscale, rééquilibrer le budget de l'État, avoir de l'aide au développement pour ceux qui le nécessitent et pas pour d'autres, rétablir une diplomatie en faveur de la France et en faveur de la paix. Je n'en ai pas parlé, mais je peux en parler pendant les questions, puisque nous sommes assujettis par les traités européens, l'article 42 du traité de l'Union européenne à l'OTAN, ce qui nous mène à faire des guerres illégales à travers le monde, redevenir un agent pour la paix. La France, après le Frexit, renouera avec un pays libre, indépendant et souverain, restera membre du permanent du Conseil de sécurité, renouera des relations de paix et d'amitié avec les plus grands pays du monde, à commencer par la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'ensemble du monde arabo-musulman. D'essayer de nouer des partenariats avec ces pays et d'essayer de faire aboutir la paix dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, et également aboutir à la fin des tensions Est-Ouest. En bref, et pour terminer mon propos, la France après le Frexit, ce sera la France. Merci beaucoup. Merci.